merci d'être venu ce matin. On est toujours ravis de vous accueillir dans nos locaux. Donc le format petit déjeuner d'Idomi débute pour cette année 2025. Donc on vous propose ce matin un petit échange autour de ce que nous on voit comme les tendances de 2025 à différents niveaux. Et on vous partagera aussi, je vous partagerai en dernière partie ce que nous on a prévu pour 2025. Alors, c'est une année qui va être riche en nouveautés pour Didomi. On a beaucoup travaillé sur certains sujets. On va vous partager tout ça. Donc c'est un format qui est fait pour être interactif. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y aura une séance à la fin de questions-réponses, mais l'idée c'est que chacun d'entre vous reparte avec quelque chose d'utile pour son quotidien, son activité. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, trois personnes de Didomi qui vont vous présenter différentes parties. Donc Charlotte, que vous connaissez peut-être, sinon je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Et donc moi je suis Charlotte et je gère le département client chez Didomi. Donc je travaille en étroite collaboration avec les Customer Success et les CAM qui sont en contact avec vous tous les jours et aussi l'équipe support. Donc voilà, enchantée à tous. Et donc Thomas. Bonjour à tous, donc je suis le Chief Privacy Officer chez Didomi. Enfin, je m'occupe de la privacy. Voilà. Si vous avez une question, c'est lui qu'il faut la poser. Et Romain, donc moi je suis cofondateur de Didomi donc depuis 2017. Donc on amorce notre 8e année. 3 parties aujourd'hui. Donc une première partie où Thomas va vous présenter les enjeux clés en matière de protection des données pour 2025. Une deuxième partie où Charlotte va revenir sur les bonnes pratiques pour 2025. Vous partagez aussi les derniers chiffres de notre Consent Benchmark que nous publions tous les ans en début d'année, qui est un bon outil pour se positionner en matière de consentement. Et donc je terminerai par une partie plus sur notre vision produit. Et comme je l'ai dit, l'idée est de susciter des échanges, des questions et voilà, de nous retrouver après pour le petit déjeuner. Thomas, je vais te laisser la main. Oui, on peut passer directement au slide suivant. J'ai pas beaucoup de slides, ce sera le seul. Quand on m'a demandé du coup d'intervenir ce matin pour prévoir un peu ce qui allait se passer en 2025, je me suis dit que j'avais un métier un peu difficile, d'être un peu Madame Soleil pour l'année 2025 en matière de privacy. C'est très dur parce que s'il y a un truc qu'on sait depuis au moins le RGPD, même avant, c'est que rien ne se prévoit vraiment et qu'au cours de l'année, beaucoup de choses peuvent arriver sans qu'on l'ait prévu en amont. Il y a un acteur en tout cas qui est un peu plus visible que les autres, c'est la CNIL. C'est pour ça qu'en réalité, je vais parler que de la CNIL pour cette année. Il y a le premier point, je pense que tout le monde est au courant maintenant, puisque la CNIL en plus communique beaucoup sur le sujet, ce sont les recommandations mobiles, avec une vague de contrôle qui va intervenir au printemps 2025. La CNIL a déjà communiqué au mois de janvier sur 2 points. La question des permissions qui nous intéresse directement chez Didomi, c'est-à-dire comment s'articulent les permissions techniques des OS avec le consentement RGPD qui peut être obtenu. Elle a aussi précisé dans un article assez sommaire, mais qu'elle allait en réalité beaucoup se concentrer sur les SDK. Et surtout sur la capacité des éditeurs d'applications mobiles à auditer leur SDK. Le fait qu'elle communique autant, ça nous indique que c'est vraiment un gros enjeu de son année 2025. On le savait parce qu'elle avait dit qu'il y aurait des contrôles au printemps. On le savait aussi parce qu'il y avait les recommandations qui étaient assez longues pour ceux qui se sont permis de les lire. C'est un exercice un peu fastidieux. Hasard du calendrier, je rencontre la CNIL cet après-midi pour parler de ça, pour échanger sur les recommandations mobiles. Alors on pourrait se dire à quoi ça sert puisque les recommandations sont déjà définitives. Je sais pas. Ce que j'espère quand même à terme, sur les 98 pages, et c'est l'écueil dans lequel on tombe quand on fait un document aussi long en général, sur les 98 pages, il y a plein de moments où en fait, il y a des questions d'interprétation qui se posent.
Et donc on peut espérer des clarifications, peut-être dans des articles, peut-être dans des guidelines, c'est déjà arrivé dans d'autres domaines. Et donc il y a quelques points importants sur ce sujet-là. Il y a déjà la question du rôle des OS et des magasins d'applications. Comment ces OS et ces magasins d'applications qui ont quand même en fait la possibilité d'édicter des normes ou en tout cas des règles positives qui vont s'appliquer directement aux éditeurs d'applications. Ils ont aussi des SDK, on pense à Apple par exemple ou Google. Comment ces acteurs vont pas intervenir et poser un problème de concurrence. C'est un des sujets. Mais après, il y en a d'autres. Il y a des questions de sous-traitants, etc. S'il y a des questions particulières là-dessus, je suis prêt à y répondre. Mais ça va être le gros enjeu de l'année 2025 pour tous les professionnels de la privacy. Ensuite, là, il y a une petite annonce, je dirais en exclusivité. La CNIL n'a pas encore communiqué dessus, mais ça va sortir. Alors, j'évalue ça entre mars et juin, mais ça pourrait être plus tôt. Ça pourrait être aussi plus tard. La CNIL peut. Donc là, ouais, c'est une estimation qui est un peu. Mais c'est pas. Alors, il ne s'agit pas de recommandations très longues. Donc, c'est une recommandation sur le cross-device. L'idée, c'est que le consentement peut être obtenu cross-device, à la fois sur le web, par exemple, sur CTV ou sur application mobile. Et un seul consentement pourra être obtenu pour le même éditeur, dès lors qu'il y a plusieurs applications, enfin, ou en tout cas plusieurs supports. Là-dessus, la CNIL a travaillé, la raison pour laquelle on est au courant, c'est parce qu'ils ont travaillé avec nous pour élaborer ces recommandations. Il n'y aura rien de très surprenant dedans. On n'a pas vu le projet définitif, bien sûr, parce qu'il sera publié, mais l'idée c'est qu'un consentement pourra être obtenu et éventuellement un rappel sur les autres applications. Vous avez déjà fait un choix sur votre ordinateur, maintenant vous êtes sur l'application. Rappelez-vous que vous avez fait ce choix, éventuellement changez-le. Vous avez la possibilité de le faire comme ça. C'est pas hyper compliqué, mais en tout cas, ça va. La CNIL va sans doute communiquer assez fortement sur ce sujet, notamment pour la CTV, qui devient un vrai sujet. Connected TV, parce que je ne sais pas si tout le monde est pas venu. Et enfin, un dernier sujet sur lequel la CNIL va se positionner dans le courant de l'année. Ça fait déjà, je crois, 2 ou 3 ans que les discussions sont en cours sur ce sujet. C'est la question des traceurs, et notamment des pixels, qui sont contenus dans les emails. Là, la CNIL, alors on n'a encore une fois pas le projet définitif, mais ce dont on peut être à peu près certain, je dirais à 95%, c'est que la CNIL va demander maintenant dans les emails de marketing, dès lors qu'il y a un pixel, d'obtenir un consentement. Et donc, ça veut dire que ce consentement doit s'obtenir, a priori, au niveau de l'email, ce qui pose pas mal de défis techniques, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, il y a plein de solutions qui peuvent être envisageables. Nous, on réfléchit à la question, parce que ça fait longtemps qu'on sait que ça va arriver, mais là, on peut être sûr qu'en 2025, la CNIL va sortir sa recommandation. Ce d'autant que le DPB s'est déjà prononcé l'année dernière sur tout ce qui pouvait constituer un traceur et qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'un pixel dans un email, au sens de la CNIL et des CNIL européennes, ça constitue un traceur. Voilà sur ce que je pouvais en fait envisager par rapport à la CNIL. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont manquants dans cette slide minimaliste, et notamment les acteurs qui viennent directement impacter, donc je pense aux GAFAM, bien sûr, les éditeurs. Alors la difficulté là, c'est qu'on ne sait vraiment jamais ce qui va pouvoir se produire. On sait quand même que les CMP sont de plus en plus sollicités par ces acteurs pour créer des ponts, transférer des consentements. On peut imaginer que face à la pression qui vient de toutes les réglementations européennes, DSA, DMA, mais d'autres packages, il y a le Fairness Act qui est en train d'être de se déployer. On peut imaginer que d'autres exigences de ces acteurs vont se présenter, et aussi les associations d'industrie type l'IAB, etc. Mais ça, vraiment là, je pouvais pas, j'aurais pas osé vous raconter n'importe quoi. Donc voilà, j'en ai terminé. S'il y a des questions. Merci Thomas. Il y a eu un article récemment sur les dark patterns sur le CNIL. Ouais. Environ
suivant un peu leur directive, on va dire, ou c'était toléré avant, le fait d'avoir une façon de refuser un peu différente, on va dire. Vous avez des informations là-dessus ou pas? Alors je crois que c'était vraiment pas toléré. Les Dark Patterns, non mais disons qu'il y avait moins de... La CNIL est un peu en train de clarifier ce qu'elle attend. Maintenant c'était quand même un communiqué de presse en décembre assez succinct. Et on n'a pas vu surtout, ce qui aurait pu être utile, les vraies mises en demeure qui ont été envoyées. Et donc c'est un peu délicat de se positionner complètement. Ce qu'on sait, parce que la CNIL s'est prononcée ça dans un webinar au mois de janvier, c'est que le continuer sans accepter, qui malgré tout par exemple n'est pas présent, il y a des screenshots de CMP dans les recommandations mobiles, et il n'y a plus ce continuer sans accepter. Donc on pouvait se demander est-ce que c'est considéré maintenant comme un dark pattern ou pas. En l'occurrence, non. La CNIL a vraiment dit non, ça reste une option envisageable. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est par exemple avoir deux moyens d'accepter et un seul de refuser. Type le continue sans accepter, et puis un bouton accepter, puis un bouton accepter dans le texte directement, ça va pas. Et puis effectivement, les différences trop importantes. Mais comme on ne sait pas à quoi ça ressemble une différence trop importante, c'est tout l'enjeu, quoi, parce qu'après ça va être des niveaux de degrés de pixels, etc., ou de couleurs employées. Mais ce qui est vrai, c'est que la CNIL a envoyé un signal à ce moment-là de dire faites très attention, ça fait partie des sujets qui nous intéressent. Et ça va être... alors on peut espérer... Alors je sais pas quoi espérer là-dessus, parce qu'il pourrait y avoir des sanctions, et dans ce cas-là on aura enfin un texte de décision et ça clarifierait tout. Ou alors on reste un peu dans le flou, c'est-à-dire juste un communiqué de presse qui fait 20 lignes maximum. Voilà. Alors j'ai une petite question sur la partie reco application mobile, qui est effectivement absolument lisible. La première question, c'est au sujet des OS. Pour moi, c'est pas bien clair. Enfin, dans quelle mesure un éditeur peut avoir la main sur l'OS, puisque globalement, on est dépendant de l'OS. Donc, je ne vois pas trop le lien pour la CNIL entre les deux. Et le deuxième sujet, c'est sur les SDK, c'est un sujet marché. Je pense que 80% des applications se tournent à peu près sur les mêmes SDK. Donc, auditer le SDK, je trouve ça, enfin, sur le principe, j'entends, mais si on est tous sur, par exemple, sur la tracking, sur les consentements ou on a tous les mêmes solutions. Donc, en fait, c'est un sujet marché. C'est-à-dire que si chaque éditeur dans son coin doit auditer le SDK, il y a une déperdition d'énergie qui est juste pas possible. Ouais, mais c'est comme sur ton site web. Ton site web, globalement, ton traceur, Facebook, Google Analytics 4, Piano, etc. Tu dois le maîtriser. Tu as une part de marché et tu as une part de comment toi tu l'as implémenté, comment tu l'as catégorisé dans ta CMP et comment tu l'utilises toi. Typiquement, je prends un SDK tout bête qui est Firebase. Firebase, il y a 20 finalités à Firebase. Tu peux l'utiliser pour du crash lytics, c'est-à-dire quand ton appli bug, et tu peux l'utiliser comme du Google Analytics plus avancé. Et là, même SDK, finalité différente, implémentation différente dans ton code, et donc, là, et par rapport à ça, et derrière, ils veulent aussi qu'il y a un gros point que Sébastien a mis, qui est là, c'est la partie contractualisation. Il veut que tu maîtrises à la fois techniquement ce que tu mets dans ton application et juridico-administratif, désolé pour le terme, mais à peu près ça, pour est-ce que tu l'as bien encadré, etc. Je pense que c'est ça en fait. Et comme sur le web, il y a 3 ans, on a fait tout ce travail d'inventaire, bah, je pense que en fait, la CNIL veut faire tout le monde monter en compétences. Et le fait de faire ce travail d'inventaire, à la fois juridique et technique, fait en sorte que tu es censé mieux maîtriser qu'avant. Je vais juste intervenir une seconde, je peux? Bien sûr. Sébastien Gantou, de Didomi. On a fait avec Guillaume un webinaire et avec Thomas un webinaire au mois de décembre pour justement parler des recommandations des applications mobiles. Donc je vous invite à le regarder, il est sur le site de Didomi. Le point de la CNIL par rapport à ça, c'est de dire qu'on est dans un écosystème qui est complexe, comme celui du web il y a 5 ans. Quand on arrive en contrôle auprès des entreprises, on voit qu'il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de cartographie, les gens ne savent pas nous répondre. Et ça leur va pas. Ils veulent passer dans un mode où potentiellement ils veulent sanctionner. Donc ils passent un message au marché justement en disant commencez par cartographier les traitements de données que vous avez à l'intérieur de vos applications mobiles, les SDK que vous positionnez, les données qui vont sortir de vos applications mobiles, et faites en sorte de respecter le RGPD 2018
en ayant des accords juridiques de traitement de données avec vos sous-traitants et avec vos partenaires, de manière à pouvoir justifier le fait que vous pouvez présenter à l'utilisateur des informations claires, concises, complètes sur les finalités ultérieures qui seront menées à partir des données qui seront extraites de son terminal. Donc globalement, ils nous demandent de respecter le droit, ils nous ont donné une méthodologie pour le faire. Et elle fait pas 18 pages. Ouais. Donc effectivement, il y a pas mal de boulot à faire pour faire en sorte que ça marche. Et concernant les CMP, le premier point, c'est comment est-ce que je collecte un consentement dans une application mobile. Donc si vous avez des applications mobiles dans lesquelles vous ne collectez pas aujourd'hui de consentement et que vous n'avez pas installé un SDK d'une CMP, et éventuellement celui d'Idomi, posez-vous la question s'il n'est pas nécessaire de le faire le plus rapidement possible. Et après, dans les terminaux mobiles, vous le savez, on passe en moyenne 4 heures sur les terminaux mobiles. Il y a des données de géolocalisation, il y a des contacts, il y a un accès au micro, il y a un accès à la caméra, il y a tout un tas de choses comme ça qui doivent être articulées avec les consentements pour faire récupérer les fins publicitaires. Et ça, c'est ce qu'elle nous demande de faire. Donc la date, c'est effectivement mars 2025. On finira tous probablement plus tard. En tout cas, nous, d'Idomi, comme organisation, on vous fournira les informations nécessaires pour votre propre compliance avec notre SDK avant la fin du mois de mars. Est-ce que je pouvais en dire? Non, je réfléchissais à la question de... Oui, en fait, c'est un sujet de marché. Et la responsabilité des éditeurs, elle est un peu dure, pour être honnête, parce que tout est mis sur eux. Il y a même une responsabilité conjointe qui est prévue en gros avec les SDK, alors que parfois il n'y a même pas de relation contractuelle à ce stade. Un des points sur lesquels on pourrait jouer là-dessus, et ça va faire partie des échanges qu'on va avoir avec eux, c'est déjà de traduire en fait ces recommandations. Parce qu'aujourd'hui, les recommandations de la CNIL, 98 pages en français, bon, je sais bien qu'il y a ChatGPT et qu'on peut faire quelque chose assez rapidement, mais en fait, ça ne les concerne pas aujourd'hui, la plupart de ces acteurs. Alors oui, Apple va se mettre sur le coup, oui, Google va se mettre sur le coup, mais pour tous les autres fournisseurs de SDK, qui sont basés en dehors de la France, ils vont à peine regarder ce sujet-là, ils sont même peut-être pas encore au courant. Ce qui est même en fait fortement probable pour certains SDK, quoi. Donc oui, c'est un problème. Alors oui, c'est injuste. Et pas d'autre réponse. Si la CNIL a une position hyper rigoriste sur le sujet, qui est un sujet européen, voire mondial, effectivement, on est hyper pénalisé. Oui. Après, ce qu'on peut espérer, c'est souvent ce qui se déroule, c'est que la CNIL se positionne très fort sur un sujet, avec un côté un peu précurseur, et puis après, c'est l'Europe s'en saisit, quoi, s'en empare de ce sujet, et ça devient l'objet de recommandations au niveau de l'ODPB, quoi. L'histoire a quand même montré que la CNIL avait un pouvoir d'influence assez significatif sur ces sujets, et généralement, quand la CNIL prend une position, ça se répand assez rapidement, et ça devient une position quasi européenne systématiquement. Enfin, il y a de très rares cas où ça ne s'est pas produit, mais la CNIL aime bien les sujets un peu stratégiques, nouveaux, techniques, et avancer la première. Donc sur chacun de ces sujets, d'ailleurs, on voit bien, c'est un peu un mode pionnier, ils défrichent, ils évangélisent. Et donc, bon, il y a le revers de la médaille, c'est qu'on est les premiers en France à devoir se poser les questions, faire les efforts, mais généralement, c'est pas en vain, c'est-à-dire c'est des choses qui seront utiles de toute façon au niveau de la conformité RGPD, et du coup, au niveau de la conformité globale, c'est pas un effort qui est perdu. On est un peu en amont dans l'histoire, mais c'est pas très grave. Nous, d'Idomi, on a toujours je dirais, beaucoup regardé la CNIL, c'est assez apparent sur ce slide, mais parce qu'ils ont aussi une réflexion intéressante sur des problématiques de marché qui touchent de façon très concrète les internautes, les mobinautes. Et voilà, donc par exemple sur le cross-device, c'est extrêmement intéressant. Nous, ça nous permet de faire avancer notre produit, ça nous permet d'imaginer ce qu'on appelle la reassurance banner, donc cette idée qu'on ne va pas forcément interrompre la personne pour lui demander un consentement sur tous les écrans, on va juste lui dire qu'on a retenu le choix qu'elle avait fait sur un autre écran. Donc il y a un côté positif pour l'expérience utilisateur. Donc on va travailler sur la notion de fatigue de consentement, qui est quand même un problème qu'on a tous clairement identifié comme sujet à travailler. Et puis d'un autre côté, je pense que ça clarifie aussi les notions de responsabilité, la portée d'un consentement, et c'est des sujets extrêmement utiles pour l'ensemble du marché. Donc s'en saisir tôt, c'est douloureux parce que parfois on a ce travail à faire d'imaginer un peu ce que la CNIL a voulu dire derrière ces recommandations, mais je pense que c'est positif et ça vous permet d'être en avance de phase en fait de beaucoup de gens sur le marché. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on préfère voir ça positivement, et jusqu'à présent, ça a toujours plutôt bien marché.
Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets qui sont compliqués, non résolus, et sur lesquels il n'y a pas de bonne solution. Et la CNIL a aussi des très mauvaises idées de temps en temps, donc voilà, faut aussi le dire. Et on leur dit quand on peut, quand ils nous écoutent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer à la partie suivante. Merci Thomas. Vas-y Charlotte. Donc là, l'idée, c'est de partager avec vous plusieurs choses. Donc, comme l'a dit Romain tout à l'heure, tout ce qui est benchmark, les taux de consentement. Donc, tous les ans, on sort une étude avec toutes les données qu'on a pour que vous sachiez un petit peu où vous en êtes au niveau de vos taux de consentement par rapport au marché et par rapport à l'industrie, et aussi de partager quelques bonnes pratiques, des choses qui marchent bien, des choses qui font que le taux de consentement augmente. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, commençons par le consent benchmark. Et donc là, vous avez sur cette première slide donc l'évolution des taux de consentement durant l'année de 2022 à 2024. Donc, c'est plutôt stable, même si on observe quand même une petite baisse progressive. Par exemple, par rapport à 2023, il y a une baisse d'à peu près 1% du taux de consentement. Donc, c'est pas énorme, mais bon, on sait quand même que ça a un impact pour vous. Et donc là, vous avez 3 métriques que vous connaissez, je pense, si vous utilisez notre produit. Donc le consent rate, donc ça c'est votre taux de consentement global, donc qui représente le nombre de tous les consentements positifs parmi les consentements qui ont été donnés. Et vous avez aussi le no choice rate, donc ça c'est quand les utilisateurs ne répondent pas, donc ça crée du bounce, donc ils arrivent sur le site et ils ne donnent pas de consentement, et ils ne disent pas non plus. Et donc ensuite vous avez l'opt-in rate, donc là c'est, je pense que c'est le taux que vous suivez parce que c'est donc le nombre de consentements positifs parmi tous les consentements demandés, donc ça comprend en fait le no choice rate. Donc voilà. Donc, stable avec une petite baisse quand même par rapport à l'année dernière. Sur la slide suivante, donc là vous avez les performances en Europe. On voit quand même que c'est assez rapproché, assez similaire parmi les différentes régions. On voit quand même qu'en Europe de l'Est, c'est un petit peu plus haut au niveau du taux de consentement et de l'opt-in rate de manière générale, parce que on a quand même pas mal de pays là-bas où il n'y a pas forcément encore d'options négatives. Enfin, nous, c'est ce qu'on observe en tout cas chez nos clients. Donc, ce qui peut expliquer cette petite différence. Mais voilà, ça reste globalement très léger. Et on voit quand même que les taux en Europe se resserrent beaucoup et sont assez équivalents. Sur la slide suivante, donc là voilà, vous avez comme je vous ai dit, le petit schéma avec les taux de consentement. Donc comme je disais, l'Europe de l'Est, beaucoup de sites n'ont pas encore implémenté d'options négatives. C'est aussi peut-être des pays qui sont moins, où il y a moins d'évangélisation aussi par rapport à la privacy, contrairement comme vous pouvez le voir à l'Europe de l'Ouest, donc plutôt la France, l'Allemagne, etc. où là c'est quand même installé depuis plusieurs années, donc il y a une petite différence. Et puis voilà, en Espagne aussi, où ça a mis un petit peu plus de temps à s'installer, notamment l'option de refus. Donc voilà, petite différence, mais qui reste assez légère et qui ont tendance à beaucoup se resserrer. Et donc là, vous avez aussi donc, les taux de consentement et les performances par rapport au secteur d'activité. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de learnings à en tirer par rapport au secteur d'activité. Nous, ce qu'on voit en tant que Customer Success, c'est quand on travaille avec nos clients, c'est quand même beaucoup par rapport à l'implémentation, par rapport à la personnalisation de la bannière, par rapport aussi à la confiance que l'utilisateur peut avoir en un site, par rapport aussi à l'impact en cas de refus. Si l'utilisateur ne peut pas accéder au site ou si l'expérience est complètement dégradée, forcément l'utilisateur va avoir plus tendance à accepter. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et donc une des bonnes pratiques aussi dont je vous parlerai après, c'est la personnalisation qui est très importante. Plus je pense que de regarder les taux de consentement par secteur d'activité, il faut vraiment, je pense que vous fassiez un petit audit. Donc ça, pareil, on peut vous aider avec les équipes CSM et vous aider à personnaliser au mieux votre bannière pour qu'elle s'intègre bien dans votre site et que vous puissiez obtenir le plus de consentement possible.
Et donc là, vous avez aussi une petite slide sur la répartition par action négative. Donc comme on a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui s'offrent à vous pour laisser l'utilisateur refuser s'il en a envie. Donc soit vous pouvez mettre un lien continuer sans accepter sur votre bannière, donc qui équivaut à un refus. Versus un bouton refusé. Donc là, vous avez la répartition. Donc on voit que le lien continuer sans accepter est quand même en tête parce que ce qu'on observe effectivement quand même, c'est que quand il y a ce lien-là, les taux de consentement sont un petit peu plus élevés parce que l'utilisateur, c'est souvent un petit peu moins visible en fait que le bouton refuse et tout. Et donc l'utilisateur a tendance à moins cliquer dessus. Ensuite, on a donc le bouton refuser qui arrive en second. Ensuite, aucune action négative, ça arrive. Comme j'ai dit, dans certains pays d'Europe, c'est pas encore. Tous les clients n'ont pas encore implémenté cette action, notamment dans les pays d'Europe de l'Est où c'est un petit peu moins contrôlé. Et puis, on a aussi l'option de la croix. Ça, c'est surtout pour l'Italie, où il y a une petite spécificité. Mais voilà, vous voyez que ça reste assez marginal. Et au niveau des... Ensuite, je pense que ça va être des taux de consentement la répartition des formats de notice. Donc là, on voit que majoritairement, les implémentations, c'est des pop-up, donc des fenêtres qui bloquent la navigation jusqu'à temps que l'utilisateur fasse un choix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aussi, c'est le format qui obtient les meilleurs taux de consentement. Donc logiquement, c'est le format le plus utilisé. Et on a un petit peu de bannière bas de page, mais ça reste quand même assez marginal. Et les taux de consentement pour ces deux formats, donc pour une pop-up, on va être autour de 65-70% d'opt-in rate, pardon. Et pour une bannière bas de page, on va être en dessous des 50% en termes de consentement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'utilisateur peut continuer sa navigation, ça ne le gêne pas. Et donc, voilà, il a tendance à ne pas faire de choix du tout avec ce type de format. Est-ce que vous aviez des questions déjà sur cette partie-là ou c'est clair ? Non. Excusez-moi, mais il n'y a que la pop-up qui est conforme à la recommandation de la Non, il n'y a pas que... obligé de friser la navigation avant... Absolument pas, non. Là, le choix est complètement libre. Le format ce qui est important, c'est que vous pouvez très bien avoir une bannière bas de page qui ne bloque pas la navigation. Tant que l'utilisateur n'a pas fait de choix, les cookies, les traceurs doivent être bloqués. Donc à partir de ce moment-là, c'est conforme. Donc si vous avez une bannière bas de page et que l'utilisateur navigue et que les cookies sont bien bloqués tant qu'il n'a pas cliqué sur oui, tant qu'il n'a pas cliqué sur non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation d'utiliser une pop-up, c'est juste que c'est un peu ce qu'utilise le marché, parce que justement ça bloque et vous n'avez pas envie qu'un utilisateur visite votre site et sans accepter ou sans refuser. Donc c'est pour ça que c'est le format qui est le plus utilisé, mais en tout cas c'est parfaitement conforme tant que c'est bien implémenté derrière et que les tags et les scripts sont bien conditionnés. Vous avez prévu un moment de faire une bannière bas de page avec un header, parce que je pense que si c'est pas beaucoup utilisé, c'est pour ça ce côté tracking c'est compliqué, vous n'avez pas bloqué la navigation. Ouais. C'est possible en ajoutant un petit morceau de code. C'est justement la transforme en bannière. Ouais, c'est ça. Il y a des petites manipulations techniques à faire. Après, en termes de développement, je pense pas qu'on ait prévu, mais on peut en parler à notre équipe produit. Mais en tout cas, c'est possible effectivement. Techniquement, on a des clients qui l'utilisent, notamment en Espagne. Donc c'est possible, mais effectivement, ça requiert un petit peu de paramétrage. Je n'ai pas eu de demande client en particulier, mais c'est juste que je sais quand on avait commencé avec Didomi pour des clients, il m'a posé la question. On disait on ne peut pas vous le mettre parce que côté tracking, ça rajoute plein de complexité de ne pas bloquer la nappe. Après, nous, c'est comme tout, hein, sur la question des formats. Nous, on répond aux besoins. Donc, s'il y a des nouvelles idées que vous voulez tester à ce sujet, nous, on est vraiment la solution pour le faire. Ça nous intéresse toujours d'essayer de comprendre comment régler au mieux cette question du format. Le format pop-up, il fonctionne bien, mais il a aussi un côté assez frustrant pour les internautes. Voilà, moi je pense qu'il faut aussi, la question fondamentale étant à quel point vous avez
besoin de déposer des traceurs pour votre métier et vis-à-vis de vos clients. Si vous n'en avez pas trop besoin, essayez d'avoir des formats moins intrusifs. Je pense que ça vous bénéficiera en termes de business à la fin. La réalité, c'est que sur n'importe quel métier aujourd'hui, sur le digital, vous avez besoin de data. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à cette répartition avec une interruption de la navigation. Donc c'est pas satisfaisant pour l'expérience utilisateur, mais c'est nécessaire pour vous en tant que professionnel. Quelle est la position de CNIL sur le no-choice? Il n'y a pas vraiment de position de la CNIL sur le no-choice, parce que le no-choice, c'est quand un utilisateur ne fait pas de choix. Donc c'est pas vraiment prononcé là-dessus. Oui. C'est l'équivalent de dire non en fait. Vous n'avez pas le droit de déposer de traces. Vous n'avez pas reçu un signal clair de l'utilisateur. C'est la même chose que cliquer sur le bouton refuser. En termes d'impact, oui. Voilà. En termes d'impact, il n'y a pas de traces. On peut quand même réafficher. Oui. Et pour finir sur cette partie benchmark, on a quand même constaté beaucoup cette année une augmentation du trafic sur la CTV. Donc il y a de plus en plus de clients qui développent des choses sur cet environnement-là. Et du coup, on voit quand même que c'est une grosse tendance sur 2024 qui va perdurer sur 2025. Et sur cet environnement, c'est comme sur les autres, il faut être en mesure de collecter le consentement. Il faut aussi s'assurer que quand le consentement est collecté, les scripts sont bien déclenchés, mais quand l'utilisateur refuse, tout est bien bloqué. Et donc là encore, on est là pour vous accompagner si vous avez des projets sur cet environnement. On a nos équipes techniques qui sont formées là-dessus et disponibles pour vous aider et vérifier votre implémentation si nécessaire. C'est dans ce contexte-là que le consentement cross-device acquiert beaucoup de valeur, parce que interrompre la navigation sur une télé connectée avec une télécommande pour consentir, c'est loin d'être idéal. Après les usages, le consentement est notre métier, sur les usages de la population en général, on voit qu'il y a de plus en plus d'usages de la télé connectée. Les gens passent de plus en plus de temps dans des applications sur télé connectée. Et donc c'est ce qu'on voit sur ces graphes-là. Et du coup, la privacy s'intéresse à ces nouveaux environnements. Et donc, quelques bonnes... Après, vraiment, ce qui sera intéressant sur la partie cross-device de la CNIL, ça sera ok le rappel, mais est-ce que tu pourras, si tu as dit non, est-ce que tu pourras quand même redemander sur le device dédié, à nouveau, parce qu'en fonction de là où tu as ton consentement, on sait que le canal peut être plus ou moins favorable. Donc tu pourrais dire sur un canal, oui je le prends parce que c'est favorable pour les autres, et d'autres, tu dis, vu que c'est bas, si je prends celui-là comme référence, pour les autres, c'est pas forcément terrible, tu vois, en fonction du point de départ. Il y a plein de questions qui se posent. Parce que, nous, la façon dont on l'envisage, c'est vraiment l'orchestration de l'expérience de consentement. Et je pense que plus on creusera cette question-là, plus on va avoir des stratégies d'orchestration. C'est-à-dire je choisirai délibérément mes campagnes de collecte de consentement sur un device, peut-être même à un moment du parcours client, de façon à maximiser le taux de consentement. Tout ça, c'est très beau en théorie. En pratique, ça veut dire qu'il faut collecter le consentement quand c'est favorable. Et ça veut dire que vous ne l'aurez pas pour tous les moments avant de la collecte. Et donc c'est toujours l'arbitrage dont on parle et qui est difficile à faire. Après, si on examine la question objectivement, c'est comme ça qu'il faut construire la solution. Enfin, en tout cas, nous, en termes de solutions et d'outils qu'on mettra à votre disposition, c'est dans cette direction-là qu'on avance. Pareil sur toutes les campagnes de recollecte de consentement. Vous commencez à avoir des cohortes de personnes qui ont consenti il y a longtemps, ou vous avez des bases de données d'email que vous avez récupérées de on ne sait où et sur lesquelles vous avez un doute sur la nature du consentement, sur sa validité. Ça, c'est un enjeu aussi assez important sur lequel nous, on essaye de réfléchir à la meilleure façon de vous accompagner pour orchestrer ces campagnes de collecte, recollecte, chose qu'on maîtrise assez bien dans l'environnement web et mobile aujourd'hui. Donc, ressolliciter le consentement traceur, en fait, c'est vraiment partie d'une stratégie plus générale de comment est-ce que j'orchestre l'ensemble de mes consentements
a fortiori dans un monde où ils seront de plus en plus centralisés, c'est-à-dire que vous allez associer un consentement à un utilisateur, et cet utilisateur-là sera suivi, et donc son consentement portera sur tous les écrans sur lesquels vous le retrouvez. Et juste peut-être une petite précision, parce que je ne sais pas si c'était compris dans ta question, mais si tu as eu un refus sur un device, tu ne peux pas à ce moment-là demander sur un autre device. En gros, c'est le consentement cross-device, mais c'est aussi le refus cross-device. C'est-à-dire que C'est ça. Après, Si tu as décidé d'avoir un consentement unique cross-device. tu peux toujours dire, Tu voilà. peux toujours avoir En fait, c'est canal toujours par canal. C'est toujours la même idée pour la CNIL, sauf que cette fois ça s'applique cross-device. C'est l'idée qu'il doit être aussi facile de refuser que d'accepter. Donc si tu appliques un système au consentement, tu l'appliques au refus aussi. Ça doit être identique. Et d'où l'importance du coup de choisir le bon canal, le bon user journey De départ. Voilà. Et donc on ne peut pas collecter pour un device particulier. Ah si. Si. Consentement cross-device n'est pas une obligation. Même avec le cross-device. Ben non, si il y a le cross-device. C'est une possibilité offerte par la CNIL en fait. C'est une C'est possibilité, une possibilité, c'est pas une oui, obligation. bien sûr, il n'y a pas Ok. du tout d'obligation. Ça lutte en partie contre la consent fatigue, Ouais. donc ça a quand même. Ok. C'est pour ça que la CNIL s'en est saisie. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que la CNIL va aussi se saisir du cross-domaine cette année. Alors là, il n'y aura pas forcément de recommandations publiées cette année, mais en tout cas, elle va commencer à travailler. Il y a une consultation publique qui va être mise en place sur le cross-domain, le consentement, donc cross-domain. Et là, ça va être la surprise parce que je ne sais pas très bien où il se situe, mais je pourrais voir. Ça peut être par exemple le consentement obtenu à l'échelle d'un groupe qui a plusieurs services. Sur le cross-device, aujourd'hui, vous avez un petit peu de matière sur, en gros, est-ce qu'il y a des écarts de consentement en fonction du support qui serait en faveur ou défaveur du cross-device? On a peu de... Non, en fait, c'est pas assez déployé pour être statistiquement pertinent. Donc, on a des gros clients, surtout dans des grands groupes médias, qui s'en sont beaucoup servis, notamment parce que la CTV, mais on n'a pas de données représentatives à ce stade. C'est quelque chose qu'on suit de près, donc effectivement, dès qu'on aura matière à fournir nos recommandations, vous en disposerez. Le cross-device, il faut bien préciser, c'est quelque chose qui est très séduisant en théorie. Dans la pratique, ça implique quand même de savoir reconnaître la personne sur différents écrans, d'attendre le moment où on la reconnaît pour demander un consentement. Donc il y a quand même toute une série de prérequis pour que le cross-device fonctionne. Donc c'est vraiment bien penser sa stratégie consentement et identification. Il n'y a pas de solution magique qui permette l'identification cross-device sur le marché aujourd'hui. Donc il faut d'abord régler cette question avant de régler la question du consentement cross-device. Je me demande aussi sur l'implémentation du cross-device sur TV. Un des commentaires qu'on avait reçu aussi beaucoup, c'est que le fait d'avoir un texte en fait présent en TV était généralement assez long et la plupart des utilisateurs ne lisaient pas le texte parce qu'on ne va pas sur une télé pour lire généralement. La question en fait que j'aurais, c'est est-ce que sur 2025, vous voyez des évolutions en termes de l'apparence de la CMP au niveau des TV? Parce que nous, on avait fait l'implémentation cross-device justement sur un de ces points-là. Mais c'est vrai que derrière ça, il y avait aussi le fait qu'il faudra afficher la CMP à un moment ou à un autre. Alors, pour ces deux choses différentes. Collecter le consentement sur la CTV, effectivement, ça dépend de ce que vous collectez comme consentement, mais si vous collectez un consentement pour le TCF, par exemple, donc vous faites de la publicité sur téléconnecté, il y a toute une série de besoins en texte que vous allez devoir assurer au travers de l'interface de CMP. Et donc ça, voilà, on a un choix assez limité. En théorie, si vous choisissez de collecter un consentement pour votre propre compte, vous avez la main complète sur l'information qui est proposée. Et après, le consentement cross-device, c'est vraiment l'idée de collecter un consentement sur une application mobile et de l'appliquer ensuite sur la télé connectée. Et donc là, c'est là où on a un dispositif nouveau qui s'appelle la bannière de réassurance en français, et donc qui est un dispositif non intrusif qui permet de rappeler à l'utilisateur que son consentement a été collecté sur un autre écran et éventuellement de le changer. Donc il a la possibilité d'accéder à la CMP à ce moment-là. Pas d'obligation, c'est un format qui est pas bloquant, qui peut disparaître au bout d'un certain temps. Donc voilà, on travaille tous ces aspects de l'expérience utilisateur. Et ça c'est vraiment nouveau et ça nous semble intéressant, notamment dans le contexte CTV.
Et on va aussi vous offrir cette année plus de possibilités de customisation sur CTV. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi pour que vous ayez plus de marge de manœuvre justement sur la personnalisation de la bannière sur cet environnement. Cross-domain étant une bonne transition aussi avec les problématiques server-side, dont on va pas mal vous parler à partir de maintenant. Ouais. Donc les bonnes pratiques, donc ce qu'on observe quand même de plus en plus, hein, c'est que il est difficile de collecter la donnée, en tout cas de plus en plus difficile, il est plus possible de collecter 100% de la donnée sur 100% de son trafic. Déjà avec les adblocks, hein, parce que ça, il y a une partie des utilisateurs qui en utilisent et donc du coup, il vous est pas possible en tout cas de collecter de la donnée pour ces utilisateurs. Évidemment, le RGPD qui diminue aussi quand même ce qu'on peut collecter en termes de données. On le voit au niveau des taux de consentement, il y a une trentaine, voire parfois 40% d'utilisateurs qui refusent qu'on collecte des données, donc on dépose des traceurs. Donc ça c'est aussi impactant pour vous. Il y a aussi les limitations que vous avez sur les navigateurs de plus en plus, ça vous le savez aussi, mais sur Safari, les cookies first ils sont supprimés au bout de 7 jours. Donc quand un utilisateur revient après 7 jours, il n'est pas reconnu, il est compté comme un nouvel utilisateur. Donc ça au niveau du traitement de données dernières, c'est assez compliqué. Firefox pareil, il y a beaucoup de limitations sur les cookies tiers et les cookies first. Chrome ça reste un petit peu à part, donc ça vous le savez aussi, mais il y avait pas mal de projets là cette année pour la suppression des cookies tiers. Donc Google semble faire un petit peu marche arrière, mais en tout cas voilà, la conclusion reste la même, c'est qu'il y a une déperdition assez importante depuis plusieurs années dans la collecte. Et donc, ce qu'on observe et ce que nos clients commencent à regarder, et on a aussi des clients qui commencent à l'implémenter, c'est du coup d'avoir une implémentation server-side. Donc ça permet en fait, en opposition avec les collectes client-side, donc où là en fait tous les scripts sont directement sur le navigateur de vos utilisateurs, donc tout peut être bloqué très facilement. Le server-side permet de contourner ça parce que du coup, au lieu que tout soit déclenché directement sur le site de vos utilisateurs, il y a l'intermédiaire d'un serveur. Donc là, vous maîtrisez beaucoup plus la manière dont vous collectez la donnée. Donc ça permet déjà de contourner tout ce qui est adblocker. Donc vous récupérez une partie de votre audience quand même qui est assez importante. Pareil, ça permet de contourner également toutes les limitations, en tout cas une grosse partie des limitations des navigateurs. Donc ça, nous, c'est ce qu'on observe être vraiment une pratique pour l'année prochaine. Et c'est des choses sur lesquelles nos clients travaillent beaucoup et sur lesquelles aussi on peut vous accompagner. Romain vous en parlera un petit peu plus en détail après. Mais en tout cas, les autres bénéfices de ce type d'implémentation sont aussi que vos performances, ça je sais que c'est important pour la plupart d'entre vous, les performances de votre site web, parce que maintenant ça impacte aussi le référencement. Donc le fait que votre site, les pages se chargent rapidement, je sais que c'est important pour beaucoup de nos clients. Et donc ça c'est un avantage du server-side. C'est que vu que on va plus, que les tags vont plus être tous déclenchés sur le site de vos utilisateurs, mais via le serveur, ça vous fait quand même gagner de la vitesse de chargement et ça améliore toutes les performances en fait de votre site web. Donc ça c'est un gros avantage du server-side. Aussi, bien évidemment, vu que la donnée elle est beaucoup plus qualitative, ça augmente aussi vos performances publicitaires et vos taux de conversion sur vos campagnes. Plus de données collectées, une donnée plus qualitative. Et au niveau sécurité aussi, le fait que tout passe via un serveur, c'est un environnement qui est beaucoup plus sécurisé que quand c'est directement sur les sites de vos utilisateurs. Et donc voilà, là c'est juste un petit résumé un petit peu de tout ce qu'on a vu depuis le début sur les bonnes pratiques. Donc le format de bannière, donc le format pop-in qui est bien plus performant que les autres formats. Donc c'est un format qu'on recommande maintenant depuis plusieurs années. La personnalisation aussi sur laquelle on peut vous accompagner. Donc bien personnaliser votre bannière, que ça soit l'image de votre site, les couleurs, travailler le texte. On voit quand même que ça a un impact parfois assez significatif sur les taux de consentement.
et l'implémentation server-side qui est assez nouvelle, mais qu'on recommande également pour que vous puissiez augmenter la collecte de données et les taux de consentement. Et justement, Romain va... Il y avait peut-être des questions avant que je me lance dans la partie lyrique de la présentation. Sur la copine, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des différences de consentement en fonction de la taille, pleine page ou plus réduite en hauteur notamment? Bonne question. Je ne sais pas si on se l'est posé. Mais... La taille, je pense pas que ça impacte forcément, parce qu'il peut y avoir des tailles qui sont plus importantes, mais parce qu'il y a plus d'espace entre le texte, donc c'est plus lisible. Donc je pense pas que la taille a un impact direct sur le taux de consentement. Ça va plutôt être la manière dont sont disposées les informations. Par exemple, voilà, la police, la taille de la police, la densité du texte. C'est plutôt ces choses-là qui ont un impact en fait sur le taux de consentement plutôt que la taille de la copine en elle-même. Oui. J'ai une question concernant la bannière en elle-même, enfin le SDK. Est-ce que vous avez constaté qu'il est bloqué régulièrement par les Docker, le SDK direct? Ça arrive qu'il soit Alors oui. bloqué. Donc c'est comme n'importe quel SDK script que vous mettez sur votre site web. Il peut être bloqué, adbloqué. Il y a aussi des extensions de navigateur maintenant qui refusent systématiquement le consentement. Donc les internautes sont assez créatifs pour ça. Au fond, nous, notre enjeu, c'est pas de dire il faut que vous collectiez et traquiez absolument les gens. Je pense que ce qui est vraiment important et notre vision des choses, c'est de dire c'est vous qui devez contrôler en fait cette partie-là de l'expérience. Vous ne pouvez pas laisser un tiers comme Apple, Google décider pour vous quels seront vos taux de consentement. C'est quelque chose de trop stratégique, de trop essentiel dans la relation que vous avez avec vos clients. Donc, en fait, et c'est aussi le sens de ce qu'on vous dit au niveau du server-side. Le server-side, c'est avant tout reprendre la main sur ce sujet et pouvoir décider par vous-même comment est-ce que vous traitez quelqu'un qui a installé un adblock, quelqu'un qui a installé une extension de navigateur qui fait des choix automatiquement. Vous pouvez décider de l'honorer, vous pouvez décider de lui redemander et de confirmer son choix. En réalité, c'est à vous, entreprise, marque, de décider cette partie-là de l'expérience utilisateur. C'est pas à d'autres de le faire pour vous. Et nous, ça a toujours été notre positionnement sur les sujets du consentement qui sont clés. Mais en général, pour nous, c'est vraiment ça. C'est un enjeu de gouvernance et d'avoir la main sur cette partie-là de la collecte de données, parce que dans la réalité, on a bien vu le sens de l'histoire. Sinon, vous avez de moins en moins la main. Les choix sont de plus en plus faits pour vous. Vous êtes de plus en plus contraints. Et en réalité, vous vous retrouvez dans des impasses à dépendre de grands acteurs pour toute la collecte de données, ce qui est loin d'être stratégiquement idéal pour n'importe quelle entreprise. Donc voilà, donc nous c'est vraiment ça le sens de ce qu'on dit. C'est-à-dire, moi, à titre personnel, si je peux, je respecterais quelqu'un qui met un adblock, qui refuse systématiquement le consentement. Nous, sur le site d'Idomi, c'est ce qu'on fait. On n'est pas là pour voilà, si les gens ont envie de faire ça. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir décider par nous-mêmes. C'est pas un tiers de nous l'imposer. Ça. C'est vraiment ça le point fondamental qui nous amène à nous intéresser à ces sujets. Et est-ce que c'est pas une menace pour vous, les extensions qui bloquent juste l'affichage de la bannière avec le SSS par exemple? Qui ne bloquent pas du coup le script en tant que tel, mais plus l'affichage et du coup qui est moins mesurable? C'est oui, on peut le voir comme une menace. Moi, j'ai plutôt une vision positive de la chose. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un futur dans lequel ça sera plus intelligent que ça. On aura des privacy agents. Donc, si on veut résoudre la fatigue du consentement, il faudrait qu'il y ait une IA intelligente qui applique systématiquement ces choix-là, qui protège de façon intelligente nos données en fonction de ce qu'individuellement on a envie de faire sur ce sujet-là. Mais au lieu de refuser systématiquement ou d'accepter systématiquement, on aurait une approche plus intelligente de la question et qui serait plus bénéfique dans la relation avec les entreprises. Parce que dans la pratique, il y a plein de sites sur lesquels vous n'avez pas effectivement envie d'être traqué. Il y a d'autres sites dans lesquels ça vous apporte des bénéfices tangibles. Donc voilà, il faut dans le futur être en mesure de faire cette différence. Donc si on peut automatiser, avoir un agent qui fait ça pour nous, je pense que ça sera positif. Nous, on se voit vraiment l'interface entre
l'utilisateur et vos systèmes sur cette question de collecte des données personnelles. Donc si en face de nous, il y a un agent et que c'est complètement automatisé, ça nous va très bien. C'est-à-dire, il faut bien gérer cette interface avec les personnes ou les agents, les représentants dans le futur. Et ça restera une problématique je dirais, compliquée et intéressante sur laquelle on pense pouvoir vous accompagner. C'est un futur positif dans lequel, effectivement, on a résolu la question de la fatigue du consentement. C'est un futur qui est quand même très utopique parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, de choses qui nous échappent. Et il y a peu de gens qui ont intérêt à ce que ça se déroule comme ça. Donc ça va prendre du temps à accoucher. C'est pas pour demain. Et donc d'ici là, vous allez voir de plus en plus effectivement de solutions, d'extensions de navigateurs qui vont dire on va gérer le consentement automatiquement. Voilà, nous c'est une forme d'intégration, c'est-à-dire on vous dira voilà, on peut s'intégrer avec tous ces extensions de navigateurs, quelle est la politique que vous voulez leur appliquer, est-ce que vous voulez respecter les choix qui vous sont envoyés, est-ce que vous voulez les ressolliciter, les confirmer par vous-même. Ça c'est notre métier de vous laisser décider comment est-ce que vous approcherez ces questions-là. Donc à terme, comment est-ce que vous interagirez avec des privacy agents, quelle politique vous appliquerez à ces agents. Là, je parle vraiment de façon très futuriste, mais c'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on pense à ces sujets qui sont fondamentaux. Et sur la partie contournement des adblockers, vous connaissez le positionnement de la CNIL sur cette partie-là ou pas? Le fait de, justement parce que vous parlez du server-side et le fait que l'un des avantages c'est de contourner les adblockers. Alors, faut bien je dirais, traduire la question. Contourner les adblockers en général, ça dépend ce que l'adblock bloque. Parce que le problème d'un adblocker, c'est que parfois il bloque de façon complètement indiscriminée. Vous êtes un éditeur de contenu qui dépend de la publicité pour monétiser. Adblock, pas de possibilité de monétisation, y compris des possibilités de monétisation non ciblées sur des données personnelles. Donc vous êtes dans la possibilité de gagner de l'argent. Vous pouvez tout à fait, en tant qu'entreprise, décider que c'est pas un trafic que vous allez supporter parce que vous n'avez pas de possibilité de gagner de l'argent. Ou alors vous allez le faire subventionner par tous ceux qui n'ont pas d'adblock. C'est à vous de décider comment est-ce que vous vous positionnez. Sur la question qui nous concerne directement, quelle est la politique de la CNIL vis-à-vis d'un adblock qui bloquerait les CMP, donc qui priverait l'éditeur de site de se mettre en conformité avec la réglementation? Je pense que la réponse est claire. Il n'y a pas de raison de pénaliser quelqu'un qui s'assure avant tout de respecter la réglementation RGPD et qui en est privé par un tiers, un adblock qui bloque de façon indiscriminée. Parce que là, c'est contourné pour demander en tout cas le consentement, pas contourné pour diffuser de la pub sans consentement. Ok, parce que c'est comme c'était sur la slide précédente, je pense que je savais pas que c'était un peu une version très résumée, et effectivement, il faut bien distinguer de ce dont on parle. Okay. Donc là, vous parlez du contourner les adblockers pour l'affichage de la politique de mise sur tous les environnements. Exactement. Et aussi permettre à l'utilisateur effectivement de donner son consentement. Alors, s'ils ont un adblocker, ils diront peut-être non, mais en tout cas, ils auront la possibilité de le faire plutôt que tout soit bloqué par défaut. En fait. Okay. Au-delà de ça, c'est vous laisser décider ce que vous souhaitez faire vis-à-vis du trafic adblocké. C'est vraiment ça. Nous, on n'a pas de parti pris. C'est-à-dire, vous pouvez dire un adblock, on le respecte. Un adblock, on va ressolliciter le consentement. En fait, ce qui est fondamental pour moi, c'est à vous de décider. C'est à vous, éditeur de site, d'avoir la main sur cette question. C'est pas à d'autres de le faire pour vous. Et donc les chemins de la croissance, c'est un titre un peu lyrique, mais pour vous exposer un peu comment est-ce qu'on réfléchit, nous, aux enjeux de développement produit, à notre roadmap, et dans quelle direction on avance en tant qu'entreprise. Je pense que c'était assez apparent avec les slides qui ont précédé. Didomi, on a toujours été à la croisée de la conformité et de vos enjeux métiers, revenus, business. Et c'est comme ça qu'on a construit notre solution de gestion du consentement, s'intéresser à la fois aux aspects réglementaires, mais essayer de traduire ça dans une réalité métier qui soit entendable, vous qui êtes professionnel du digital, du marketing, de la relation client, d'autres métiers, que vous puissiez
embarquer le respect de la vie privée dans vos métiers de façon efficace. Et donc ce positionnement nous a toujours amené à nous intéresser à cette notion de taux de consentement efficace. C'est comment optimiser, maximiser vos taux de consentement avec tous les outils qu'on était capable de mettre à votre disposition, mais fondamentalement parce que de notre point de vue, il y a un lien entre l'expérience de respect de vie privée que vous proposez à vos utilisateurs et le revenu que vous dégagez en tant qu'entreprise. Lien plus ou moins direct, certes, mais qui est là. Donc on a toujours, nous, pensé notre solution de cette façon-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2025, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc on l'a vu, la collecte de données évolue de façon je dirais radicale. Cette migration server-side dont on parle, en fait, c'est fondamentalement la possibilité pour vous de reprendre la main sur la collecte de données qui s'opère sur votre trafic. Donc de plus la déléguer à des tiers via des scripts qui sont exécutés client-side, mais de canaliser la collecte de données sur un serveur dont vous avez le contrôle, sur lequel vous avez la main, et ensuite de distribuer cette donnée de façon maîtrisée à toute une série de tiers. Et donc cette vision, enfin cette transformation de la collecte de données, elle est extrêmement intéressante. Parce qu'elle peut changer la donne pour vous en matière de gouvernance, en matière de contrôle, en matière de performance. Et donc c'est un enjeu qui nous semble extrêmement intéressant. De l'autre côté, donc côté privacy, on a une année 2025 aussi qui s'annonce assez riche, donc on l'a vu avec les annonces de la CNIL à venir. En réalité, la CNIL étant une petite partie du prisme par lequel on peut regarder ces sujets-là, il y a toutes les politiques déployées par un certain nombre de grands acteurs autour de la privacy qui s'en servent plus ou moins comme d'une arme pour renforcer leur position. Il y a d'un autre côté des phénomènes de dérégulation qui arrivent avec de plus en plus de remises en question des réglementations européennes, du RGPD, donc qui sont quand même attaqués assez sérieusement. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions de ce côté-là qui interrogent sur ce que va devenir le respect de la vie privée en 2025. Et donc pour nous, c'est vraiment le moment pour que vous, clients, on vous accompagne sur ces sujets-là, on vous aide à prendre des positions qui soient durables, qui vous permettent d'avoir une politique de collecte de données respectueuse de la vie privée à votre main et qui vous permettent donc d'être performant dans le monde futur. Didomi, on a toujours été très concentré sur cette question du consentement, donc vous aider à collecter des données consenties. Et donc voilà, c'est un sujet qui, depuis 7 ans, on travaille en déployant toutes nos idées et en s'adaptant à toutes les évolutions sur ces questions-là. Je pense que 2025, c'est pour Didomi l'année d'un changement, c'est-à-dire on va prendre un virage dans lequel on va étendre notre offre, on va étendre les services qu'on vous rend en tant que client, au-delà du consentement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.